Bonsoir à tous, je suis contente de voir qu'on est encore un peu nombreux pour cette conférence. Donc ce soir j'ai le plaisir d'avoir Hervé Bossin de l'ILM pour nous parler des moustiques avec un titre un peu optimiste je trouve, alors j'attends de voir le contenu. Pour présenter rapidement Hervé, donc Hervé Bossin est entomologiste médical à l'Institut Louis Mallardet. Il a réalisé une thèse en biologie et en microbiologie à l'Université de Montpellier et obtenu son master à l'Open University au Royaume-Uni. Ses recherches se concentrent sur le développement et l'évaluation sur le terrain de stratégies innovantes dans la surveillance et le contrôle durable des insectes nuisibles d'importance économique ou médicale, en particulier les moustiques vecteurs de maladies. Hervé travaille depuis 2007 en Polynésie française et donc ce soir il va nous parler de ses recherches impliquant les dernières découvertes en matière de biologie évolutive. Merci à tous, je te passe la parole Hervé. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci pour vous être ce rendez-vous avec le CRIOB et cette invitation qui me permet de vous présenter effectivement le fruit de nos recherches et puis des recherches qui se passent à travers le monde. Il n'y a pas qu'en Polynésie que la recherche en lutte antivectorielle innovante se passe et vous allez découvrir un univers qui est assez enthousiasmant, en tout cas pour moi qui suis spécialiste du domaine, mais qui je pense vous permettra d'espérer aussi, comme on l'a, d'être assez ambitieux en termes de lutte contre ces moustiques qui nous importunent et qui sont source de nuisances et bien entendu de maladies comme la dengue, le chikungunya et le zika. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes rentrés là, depuis la semaine dernière en alerte dengue 2, puisqu'il y a un cas d'une personne qui a été identifiée comme porteuse de la dengue 2 à Raiatea. C'est une personne qui, comme elle n'a pas quitté la Polynésie française ces derniers temps, en fait a été infectée localement. Donc c'est-à-dire que la personne qui est arrivée avec ce virus n'a pas été identifiée encore et que probablement le virus circule et qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une épidémie puisque la dengue 2 n'a pas circulé depuis maintenant 20 ans en Polynésie. Alors je vais vous parler de ces moustiques. Les moustiques, il y a beaucoup d'espèces, mais avant tout je voulais remercier en fait les membres de mon équipe qui travaillent sur ce domaine avec moi. C'est un travail d'équipe avant tout. On est une petite équipe à l'Institut Mallardet qui travaillons sur cette thématique, mais une équipe très dynamique, très volontaire, et qui, vous le verrez, a réalisé des résultats assez probants en matière de lutte contre les moustiques vecteurs qui transmettent des maladies. Alors les espèces de moustiques, il y en a beaucoup à travers le monde. On a recensé à ce jour 3500 espèces réparties dans tous les biotopes, tous les systèmes, les écosystèmes à travers le monde, quasiment tous, pas tous exactement, mais jusque dans des zones où on ne les attend pas forcément. Par exemple en Suède, où il fait une température clémente pendant à peu près 2 mois de l'année, et puis le reste du temps c'est de la neige et du froid, eh bien il y a des moustiques Aedes, Aedes ticticus en particulier, dont les œufs vont éclore tous en même temps et créer des surinfestations qui sont extrêmement gênantes. On retrouve aussi des infestations très importantes dans le nord canadien où il fait très froid également. Donc ces moustiques, ils ont une capacité d'adaptation à peu près à quasiment tous les environnements, que ce soit naturel, que ce soit urbain, et c'est bien le problème avec l'exposition à ces piqûres qui sont infectieuses. Alors ça peut être impressionnant. Donc ça c'est une photo qui a été prise en Suède, un petit peu provocatrice, pour montrer que, eh bien oui, la nuisance peut être extrêmement importante. Ça va? Vous m'entendez bien? On va régler ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va aller? Ou sinon je peux prendre... Ok. Donc, 3500 espèces, mais seulement à peu près 200 espèces à travers le monde qui sont source de nuisances pour l'homme, qui piquent et qui transmettent des maladies. Donc ça ne fait pas énormément d'espèces. On a la chance, vous le verrez ici, entre guillemets, de n'avoir que 2 espèces qui sont problématiques et d'importance médicale. Alors les moustiques, le moustique, c'est l'animal le plus dangereux au monde en termes de mortalité et de morbidité chez l'homme. Bien loin devant les requins, vous voyez.
les requins tuent à peu près 10 personnes par an à travers le monde. Et bien pour les moustiques, c'est presque 1 million de personnes, entre 500 000 et 800 000 personnes, essentiellement des enfants, notamment en Afrique à cause du paludisme, mais également à cause de la dengue, du chikungunya, etc. Donc c'est vraiment un problème global, mondial, qui affecte tous les pays et c'est la raison pour laquelle il y a énormément d'efforts qui sont consacrés à la lutte antivectorielle. Alors, comme je l'ai dit, en Polynésie française, nous avons 2 représentants notamment de ces moustiques Aedes, qui sont Aedes aegypti, un moustique qui a été propagé à travers toute la planète par l'homme, un moustique qui est originaire à la base de l'Afrique de l'Est, donc des forêts d'Afrique de l'Est, vous voyez, il a beaucoup voyagé. Et Aedes polynesiensis, c'est un moustique qui est natif du Pacifique. Alors pour l'Aedes aegypti, son introduction dans le Pacifique et en Polynésie française notamment, elle est très récente, elle date du début du XXe siècle. Sur le plan évolutif, c'est très très récent. Ça veut dire que ce moustique, si on regarde un petit peu la carte de propagation, eh bien il était, et vous allez vous focaliser sur le point bleu dans les prochaines cartes, il était uniquement présent à Tahiti en 1924. 1955, vous voyez qu'il est maintenant propagé à travers toutes les îles de la Société. 1966, il y a eu beaucoup d'efforts de construction de pistes d'atterrissage, notamment dans les archipels des Tuamotu-Gambier. Et là, c'est une véritable déferlante puisque ce moustique, transporté par l'homme, eh bien, à travers notamment ses œufs, qui sont très résistants à la dessiccation, sont propagés quasiment à travers toutes les îles. Mais ce n'est que vers la fin des années 80 qu'on le retrouve aux Australes et aux Marquises. Donc une introduction assez récente, et notamment pour certains archipels, voire très récente. Alors pour l'Aedes polynesiensis, le moustique tigre polynésien, c'est un moustique qui est donc natif du Pacifique. On le retrouve de façon très étendue, de Fidji, Samoa, les Samoa américaines, également Wallis et Futuna, les îles Cook, la Polynésie française dans tous les archipels, et puis jusqu'à Pitcairn, donc un territoire britannique. On suspecte, on n'en a pas la démonstration, mais on va s'attacher à étudier la génétique de ces populations de moustiques qui sont réparties pour l'Aedes polynesiensis. On suspecte que ce moustique, en fait, est originaire soit de Samoa, soit de Fidji, et qu'il aurait été propagé avec les peuplements polynésiens au fur et à mesure qu'ils allaient d'île en île il y a 1000 ans de cela. Donc c'est également un moustique qui aurait été introduit par l'homme dans cet environnement qui ne l'hébergeait pas auparavant. Alors ces 2 moustiques, et principalement l'Aedes aegypti, eh bien, ils sont vecteurs de ces satanées maladies, la dengue, le Zika, le chikungunya. Et j'imagine que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui ont malheureusement souffert de ces maladies, avec ces épisodes récents de Zika et de chikungunya, également de dengue. Je ne sais pas, qui a été infecté par le Zika par exemple? Si vous pouvez lever la main, si vous le savez, donc il y a à peu près peut-être un tiers des gens. Chikungunya peut-être, à peu près équivalent. Donc vous voyez, et la dengue également. Donc voilà, on a tous reçu et expérimenté chacun à notre tour ces épisodes de fièvre. Eh bien, ces maladies, ces virus, ils nous sont transmis par les femelles moustiques, et inversement, nous leur transmettons les virus quand nous sommes malades, puisque lorsque les femelles moustiques se gorgent sur nous, elles se gorgent de sang, et si nous sommes porteurs de ces virus, c'est comme ça qu'elles s'infectent à leur tour et qu'elles vont infecter des gens de proche en proche. Alors, quelle importance représentent ces épidémies dans le Pacifique? Eh bien, on ne s'y attend pas, mais ces épidémies, elles peuvent avoir des portées extrêmement grandes, bien au-delà même du contour de la Polynésie et du Pacifique, puisque l'exemple du Zika est un exemple concret. C'est une étude que nous avons réalisée à l'Institut Malardé, qui nous a permis d'analyser un petit peu le processus de propagation du Zika à travers le Pacifique et au-delà. Et donc, premier épisode sur l'île de Yap, en Micronésie, en 2007, sans conséquences graves. C'était une épidémie qui est passée relativement inaperçue. Et c'est en 2013 que la Polynésie a été frappée de plein fouet. Dès octobre 2013, l'Institut Malardé sonnait le signal d'alarme en signalant donc la présence de cas porteurs de ce Zika, qui n'a pas tardé à se propager à travers toutes les îles de la Polynésie française.
à tel point qu'à ce jour, nous savons que la moitié des personnes ont été infectées par ce virus. Donc les gens bougent, il y a des gens qui viennent visiter la Polynésie pour leurs vacances, il y a des Polynésiens également qui vont dans le Pacifique et ailleurs, et vous voyez que nous avons contribué, territoire de la Polynésie française, à propager ce virus bien au-delà de la Polynésie française, bien au-delà du Pacifique, dans des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Europe et probablement le Brésil, où il y a eu donc également une épidémie sans précédent comme en Polynésie française, mais avec un effet médiatique qui a été vraiment amplifié, puisque à terme, il y avait plus de 50 pays qui ont été vraiment atteints par ce virus. Et bien, ce virus, il est transmis par l'Aedes aegypti, comme je l'ai signalé, et donc des travaux sont bien évidemment importants pour pouvoir lutter efficacement contre ces maladies qui affectent la planète à un niveau sans précédent. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, pas de médicament qui nous permettrait de nous prémunir contre ces maladies. Que ce soit la dengue, le Zika, le chikungunya. Il n'y a pas non plus de vaccin. Le vaccin contre la dengue qui a été mis au point par Sanofi Pasteur tout récemment et commercialisé, malheureusement, n'est pas efficace contre tous les sérotypes. Et apparemment, dans certains pays, il y a aussi une augmentation du risque de tomber malade sur certains sérotypes dans certaines classes d'âge. Donc, notamment aux Philippines, le vaccin a été retiré de sa commercialisation. Donc la lutte antivectorielle, les actions de lutte contre ces moustiques Aedes, est aujourd'hui le seul moyen finalement pour essayer de se prémunir contre ces maladies. Et face aux moustiques, il n'y a malheureusement pas de solution simple. Donc lorsqu'on utilise trop souvent les insecticides qui ont un impact sur la santé humaine et sur l'environnement, ces moustiques petit à petit deviennent résistants, le spectre d'action et la gamme d'insecticides que l'on peut utiliser est de plus en plus réduit. La réglementation européenne notamment a réduit comme une peau de chagrin le nombre d'insecticides qui sont utilisables. Ici en Polynésie française, on ne peut utiliser que de la deltamétrine par exemple, un pyréthrinoïde de synthèse. Donc le champ d'action se resserre de plus en plus. Il est vraiment important de travailler sur des stratégies innovantes, durables, qui ne reposent pas sur les actions chimiques par traitement aux insecticides. Donc l'objectif que nous sommes fixés à l'Institut Malardé, donc en entomologie médicale, c'est de pouvoir développer des outils et des méthodes de surveillance et de lutte contre ces moustiques qui soient efficaces, bien évidemment, durables, respectueuses de l'homme et de l'environnement, et qui, bien entendu, soient adaptées au contexte des îles du Pacifique. Alors, certaines de ces approches elles seront accessibles à tout un chacun, financièrement parlant. D'autres seront plus coûteuses et vont nécessiter, bien entendu, l'appui de la puissance publique. Alors, je vais vous donner quelques exemples des actions que nous menons. Tout d'abord, pour mieux comprendre la répartition de ces moustiques Aedes. Vous verrez que selon que l'on vit à Tahiti ou bien à Moorea, on n'est pas forcément exposé aux mêmes quantités de moustiques aegypti ou polynésiensis. Alors, pour faire des échantillonnages de moustiques, on utilise des pièges à moustiques que nous avons à disposition dans notre laboratoire, qui nous permettent de capturer des femelles moustiques dans des pièges que l'on déploie à travers le terrain. Donc nous avons tout récemment, ces dernières années, travaillé notamment dans la commune de Papeete, à Punaoya également, pendant l'épidémie de Zika, et puis à Paia. Alors, je vous présente un petit peu la répartition de ces deux moustiques, Aedes aegypti en orange et Aedes polynésiensis en mauve. Et vous voyez déjà dans la zone urbaine de Papeete que du côté de Taonouan et puis jusqu'à la Mission, qu'il y a vraiment une prédominance dans la zone urbaine de ce moustique Aedes aegypti très inféodé à l'homme qui dépend complètement en fait de l'homme pour pouvoir se multiplier puisque les femelles de ce moustique ne se gorgent que sur l'homme. Donc une grande exposition dans la zone urbaine à ce moustique Aedes aegypti. Si on regarde un petit peu dans une zone intermédiaire, comme la ville de Paia, vous reconnaîtrez la vallée de Orofero. Et bien là, on a une situation un petit peu similaire sur le littoral, mais dès qu'on rentre en fond de vallée, on voit qu'il y a une prédominance plutôt de l'Aedes polynésiensis, qui est un moustique qui affectionne particulièrement les zones fortement boisées à très forte densité de couvert végétal.
Alors, plus proche de vos préoccupations, nous avons également fait il y a quelques années des études qui nous ont permis d'étudier la répartition des moustiques Aedes sur Moorea, et particulièrement dans la vallée de Afareaitu. Et là, vous voyez une situation un peu mixte en zone littorale, avec moitié moustique Aedes polynesensis et puis moitié Aedes aegypti. Et très rapidement, quand on s'enfonce dans la vallée, eh bien, on se retrouve dans des situations où on a beaucoup plus d'Aedes polynesensis, jusqu'en fond de vallée où il y a plus d'Aedes aegypti, puisqu'il n'y a plus personne à piquer, uniquement des petits animaux. Alors toutes ces données, elles nous permettent de mieux évaluer le risque vectoriel, de mieux comprendre, de modéliser en quelque sorte la dynamique entre l'homme, qui est affecté par ces maladies, le moustique qui est le vecteur de ces maladies, et bien entendu les virus, à travers les études qui sont des études d'approche biomédicale. Et donc, toutes ces bases de données, en fait, on essaie de les modéliser à travers un consortium qui s'est mis en place il y a quelques années, qui s'appelle Moorea IDEA pour Island Digital Ecosystem Avatar, donc l'avatar numérique des écosystèmes insulaires, qui s'est focalisé sur Moorea, puisqu'il y a énormément de données qui existent sur les écosystèmes de Moorea, également sur Tetiaroa. Alors la lutte innovante, aujourd'hui, elle prend son essor. Ça fait à peu près une dizaine d'années que des nouveautés sont évaluées sur le terrain. Les stratégies les plus avancées reposent sur essentiellement deux approches. Une première approche qui repose sur des lâchers, paradoxalement vous serez étonné, mais des lâchers de mâles, de moustiques mâles et de femelles. C'est une approche qui repose sur l'utilisation d'une bactérie Wolbachia, que je vais vous décrire un petit peu après. Et puis une autre approche qui repose sur des lâchers de mâles seuls. C'est l'approche que nous sommes en train de tester, d'évaluer ici actuellement à Tetiaroa et bientôt dans d'autres endroits de la Polynésie française. Donc la technique de l'insecte stérile ou la technique de l'insecte incompatible, que je vais vous détailler à travers des exemples concrets. Alors qu'est-ce que c'est Wolbachia ? C'est une famille de bactéries qui sont des symbiotes. Elles vivent en symbiose avec leurs hôtes. On les retrouve, elles sont très 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 communes. On les retrouve dans 60% de l'ensemble des espèces d'insectes, des millions d'espèces d'insectes que l'on connaît à travers la planète. Elles sont présentes dans 60% de ces espèces d'insectes. Donc elles sont bien évidemment présentes en Polynésie française en grand nombre, dans de nombreuses espèces d'insectes, y compris dans des espèces d'insectes qui piquent l'homme, comme l'Aedes polynesensis, le moustique tigre asiatique, l'Aedes albopictus, etc. Il existe différentes souches de Wolbachia, et donc nous exploitons différentes propriétés de ces souches de Wolbachia que l'on trouve naturellement dans ces espèces d'insectes, papillons, blattes, libellules, etc., abeilles également. Et donc on exploite les propriétés de ces bactéries à des fins de lutte contre les moustiques. Je m'explique. La première propriété, c'est une propriété de blocage de la transmission des arboviroses. Un moustique comme l'Aedes aegypti, lorsque on introduit Wolbachia dans une population d'Aedes aegypti, on s'est aperçu que la bactérie Wolbachia conférait une protection aux moustiques. Donc s'il pique une personne qui est infectée par la dengue ou le Zika ou le chikungunya, cette femelle moustique, les virus ne vont pas s'amplifier, ne vont pas se multiplier dans cette femelle. Donc ça bloque la transmission, puisque cette femelle, lorsqu'elle va piquer quelqu'un d'autre, elle ne va pas propager la maladie. Donc cette approche a été financée depuis de nombreuses années par la fondation Bill et Melinda Gates, notamment une université qui est en Australie à Monash, qui a développé énormément de travaux et qui maintenant opère dans 10 pays différents sur des évaluations à très grande échelle. Et donc le programme s'appelle le World Mosquito Program. Et vous voyez des opérations en cours au Sri Lanka, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, avec un procédé donc, qui a été démontré, dont l'efficacité a été démontrée dès 2010 à Cairns en Australie, contre l'Aedes aegypti, dans quelques îles du Pacifique, et tout récemment, la Nouvelle-Calédonie a signé une convention avec l'Université de Monash pour pouvoir évaluer et traiter en fait toute la ville de Nouméa. Donc également des tests en cours à grande échelle au Mexique, en Colombie et au Brésil. Donc c'est une approche qui permet de protéger la population contre les maladies transmises par les moustiques,
Son inconvénient, c'est qu'elle ne réduit pas la nuisance des moustiques. La population de moustiques est toujours présente et donc on est toujours soumis à une nuisance perpétuelle. L'avantage, par contre, c'est qu'on n'a plus de risque, au moins pendant un certain temps. On n'a pas de recul par rapport à ce procédé. On ne sait pas combien de temps la population sera protégée contre ces maladies avec la présence de Wolbachia. Il n'y a pas suffisamment de recul. Ça fait maintenant peut-être 5 ans que les premiers projets ont eu lieu, mais il y a de plus en plus de pays qui adhèrent à cette approche. Donc il va falloir que les autorités polynésiennes se positionnent par rapport à ce genre de programmation et de défis et de stratégies innovantes intéressantes pour la Polynésie française. Donc on sera là pour les conseiller et les accompagner dans leurs décisions. Alors la deuxième approche qui est très avancée également, elle concerne donc la réduction des populations d'Aedes. Donc là, il s'agit de faire des lâchers de mâles stérilisants en grand nombre. Et donc nous avons été pionniers avec d'autres pays dans ce domaine, puisque nous avons, comme vous le savez peut-être, réalisé une opération sur l'île de Tetiaroa en partenariat avec l'hôtel Brando. Mais comme vous allez le voir, nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a un nombre de pays de plus en plus important qui se mettent dans la course, des sociétés également. Et tout récemment, Google est entré dans la course, puisqu'il y a 3 ans, ils ont investi massivement dans le protocole, le procédé Wolbachia contre le moustique Aedes aegypti. Donc, j'ai mis en rouge ces programmes qui sont les plus avancés, les plus ambitieux et les plus importants en termes d'investissement, notamment en Chine, avec un laboratoire qui possède maintenant une usine qui est capable de produire 5 millions de mâles par semaine contre le moustique tigre asiatique, Aedes albopictus, avec des lâchers donc, qui ont lieu depuis quelques années sur une île. Et puis également Singapour, où j'étais la semaine dernière, qui a pris également la direction de Wolbachia pour réduire les populations de moustiques Aedes. Donc il y a ces gens, toutes ces institutions, ces organismes qui travaillent, qui œuvrent au développement de ces stratégies innovantes. Donc les principaux acteurs des stratégies innovantes de lutte par réduction des populations de moustiques se sont réunis la semaine dernière à Singapour. Donc nous étions tous réunis pour discuter, échanger et faire avancer en quelque sorte nos connaissances. Il est très important d'avoir un retour d'expérience sur les résultats des évaluations terrain de chacun pour pouvoir vraiment avancer le plus rapidement possible dans ce domaine. Alors parlons concrètement, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer, vous expliquer concrètement de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on multiplie ces moustiques en grand nombre, comment est-ce qu'on les lâche sur le terrain et qu'est-ce qui se passe quand on lâche des moustiques mâles sur le terrain. Donc le procédé Wolbachia que nous avons mis au point pour le moustique tigre polynésien, eh bien, il repose sur l'utilisation de cette petite bactérie Wolbachia. Donc l'objectif, c'est de réduire une population de moustiques. C'est un procédé extrêmement innovant qui procède donc par des lâchers répétés de ces moustiques mâles que l'on appelle les moustiques incompatibles, puisqu'ils sont incompatibles avec les femelles sauvages sur le terrain. Et donc la présence de Wolbachia dans ces moustiques mâles, lorsque ces moustiques s'accouplent avec les femelles de leur espèce, eh bien cette Wolbachia va induire de la stérilité dans la femelle. La femelle ne sait pas qu'elle est stérile. Une femelle moustique ne s'accouple qu'une fois dans sa vie, donc elle ne va pas chercher à se réaccoupler. Et donc elle va pondre ses œufs dans sa courte vie de quelques jours, quelques semaines, mais ces œufs ne vont jamais éclore. Et donc, si l'on lâche de façon régulière ces moustiques stérilisants, à terme, la population s'effondre et elle ne peut pas se régénérer. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est ce que nous avons démontré à Tetiaroa avec, vous verrez, beaucoup de succès. Donc, pas d'éclosion, tous ces œufs-là qui sont sur la diapo ne vont jamais éclore. Et c'est zéro, c'est une stérilité qui est absolue, au laboratoire comme sur le terrain. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ces moustiques mâles, et j'ai amené quelques spécimens pour vous, vous pourrez les observer, vous pourrez mettre votre main à l'intérieur de la cage et constater comme nous que ces moustiques sont absolument inoffensifs. Ce sont des moustiques mâles, et les moustiques mâles ne piquent pas. Comme ils ne piquent pas, ils ne transmettent pas de maladie, donc ils ne sont d'aucune nuisance. Et comme ils stérilisent les femelles avec lesquelles ils s'accouplent, eh bien, ils n'ont pas de descendance et ils ne s'établissent pas dans l'environnement.
Donc voilà une approche qui est à la fois respectueuse de l'environnement et spécifique de l'espèce contre laquelle on essaie de travailler. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons lancé une opération pilote il y a quelques années de cela. Nous avons choisi le site de Tetiaroa qui était suffisamment proche de Tahiti, de notre laboratoire pour la production, et un environnement qui était vraiment idéal, avec une population moustique suffisamment petite pour pouvoir vraiment mesurer avec efficacité l'impact de cette stratégie. Alors l'opération pilote, elle a commencé en 2015 et elle est arrivée à son terme en 2016. C'était un programme de recherche de 2 ans. Et donc pendant 1 an, nous avons procédé à la production de ces moustiques mâles en grand nombre au laboratoire à Tahiti. Et puis toutes les semaines, ces moustiques ont été conditionnés et transportés jusqu'à Tetiaroa et lâchés sur le terrain, sur le motu où l'hôtel Brando opère. Et donc nous avons assuré un suivi entomologique avec les pièges que je vous ai présentés plus tôt pour pouvoir estimer l'impact qu'avaient ces moustiques mâles sur la taille de la population de moustiques dont ils étaient la cible. Donc on a mesuré les adultes et les œufs. Alors vous voyez, donc, il y a plusieurs motus sur Tetiaroa. Donc le motu en bas, Onetei, et le motu qui héberge l'hôtel Brando. Et c'est sur ce motu-là, 75 hectares, presque 1 km², que nous avons réalisé les lâchers réguliers. Et puis il nous fallait bien évidemment un témoin, donc nous avons utilisé des motus au-dessus, à Honoe, à Tiaraonu, qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement et qui nous ont permis de mesurer par comparaison l'impact de la zone traitée par rapport à une zone qui n'est pas traitée. Alors, quelques illustrations de ce processus. Au laboratoire, on sait multiplier les moustiques à loisir, c'est très facile. Une femelle moustique, lorsqu'elle est gorgée de sang, elle va pondre 200, 300 œufs dans sa vie. Donc vous voyez, la multiplication, il est très facile, très aisé de multiplier une colonie moustique au laboratoire. On peut en produire des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et c'est ce que l'on a fait. On a, pendant près d'1 an, produit un peu moins de 100 000 moustiques par semaine et qui ont été transportés et lâchés sur le terrain. Moustiques mâles. Donc voilà l'illustration d'une activité, c'est un peu la fourmilière, si je puis dire, dans le laboratoire pendant une opération de production. On sépare les moustiques femelles des moustiques mâles à un stade qui le permet. Le stade, donc ces moustiques, le cycle du moustique de l'œuf, il y a plusieurs stades larvaires, c'est la phase aquatique, ces larves vont devenir des nymphes, et c'est au stade de la nymphe, c'est un peu comme la chrysalide chez les papillons, c'est un stade où il y a une mue qui s'opère, les larves deviennent des adultes, avant de pouvoir émerger de leur chrysalide, de leur nymphe, vers la phase aérienne. Et donc on profite de ce stade de la nymphe, où les nymphes ne se nourrissent plus, pour les faire passer à travers cet appareil, qui est en fait un système avec 2 plaques de verre qui sont inclinées, et on sépare les mâles et les femelles en fonction de leur épaisseur, puisque mâles et femelles n'ont pas la même épaisseur. Les femelles sont un peu plus larges que les mâles chez les moustiques Aedes, et donc ça nous permet de les séparer en fonction de la taille. De façon très très efficace. Donc, quelques données de production. Pendant l'opération, donc notre intervention qui a duré 1 an, nous avons produit et lâché près de 3 millions de moustiques mâles. C'est très peu comparé à ce que d'autres font. Comme je disais précédemment, les collègues chinois, ils produisent 5 millions par semaine. Donc c'est une question de taille d'usine en quelque sorte. Nous avons un laboratoire à ce stade, pas encore une usine, donc c'est conditionné à la capacité de production dans notre laboratoire. Nous avons bien évidemment effectué un contrôle qualité, et ce sera en phase industrielle comme en phase laboratoire. Le contrôle qualité est impératif, nous devons nous assurer que la séparation des sexes est bien produite. Nous validons donc l'assurance qualité avant de lâcher les moustiques sur le terrain. Et donc dans ce processus, nous avons notamment trié 1 à 1 100 000 nymphes pour sur la période de l'étude, pour nous assurer qu'aucune femelle n'était lâchée. Donc nous avons conclu que les lots de mâles qui étaient lâchés sur le terrain étaient lâchés avec une grande pureté, puisque 99,99% des mâles que nous lâchons sur le terrain sont mâles et pas des femelles. Donc une grande pureté qui permet de valider le procédé. Donc le processus, il est simple. Au stade de la nymphe, les nymphes sont conditionnées, mises dans des petites cupules, qui sont ensuite mises dans une glacière. La glacière est transportée par avion.
On peut transporter jusqu'à Tetiaroa, comme on pourra transporter jusqu'au fin fond de la Polynésie française. Les nymphes mettent 48 heures avant d'émerger sous forme adulte. Donc on a largement le temps de transporter ces petits animaux jusqu'à des distances importantes qui pourraient aller même jusqu'aux îles Cook ou peut-être même dans d'autres îles du Pacifique si on le souhaitait. Elles arrivent ensuite à Tetiaroa où elles sont transférées dans ces pots de lâcher. Et donc les nymphes, on les laisse pendant 48 heures dans ces pots et les adultes émergent. Donc ces moustiques sont, vous voyez, vigoureux, prêts à être lâchés. Et donc il y a très très peu de mortalité entre le départ depuis le laboratoire et le jour de leur lâcher, à peine 2 à 3%. Donc il y a une qualité de survie et d'efficacité de ces mâles qui a été vraiment très satisfaisante. Donc on procède évidemment à toute une batterie d'évaluation. C'était un programme de recherche, donc on avait une grande densité de pièges qui nous a permis de mesurer, de capter l'évolution de cette population de moustiques cibles. Et le lâcher a lieu. Donc les moustiques sont lâchés en plein air, bien entendu, dans toutes les zones du Motu. Actuellement, on fait ça par des lâchers terrestres. D'autres collègues travaillent à la mise au point de lâchers par voie aérienne, notamment peut-être par des drones. Et donc très, très prochainement, nous allons pouvoir nous également tester ces systèmes de lâcher de moustiques par voie aérienne. Donc ça permettra de couvrir des superficies plus importantes et puis d'accéder à des endroits qui sont difficiles d'accès par la voie terrestre. Alors la surface qui a été traitée à Tetiaroa a été conséquente, je le disais en préambule, presque 1 km². Donc ça fait partie encore aujourd'hui des plus grandes études pilotes qui ont été réalisées au monde. Donc on est assez fiers de ces résultats. 3 millions de mâles lâchés et un effondrement en moins de 6 mois de la population cible. Alors quand on connaît les moustiques et quand on connaît les efforts qui ont été consacrés pour lutter contre ces moustiques par des actions conventionnelles, une réduction drastique en 6 mois, c'est assez remarquable, avec une réduction de 99% de la population de moustiques jusqu'à un niveau qui n'était plus perceptible. Autrement dit, au bout de 6 mois, il n'y avait plus de perception de nuisance et de piqûres. Wolbachia ne s'est pas établi dans la population, puisque là, on lâche des moustiques mâles stérilisants et que des mâles, donc il n'y a pas de transmission de Wolbachia dans la population de moustiques. Plus de piqûres, comme je le disais, une stratégie qui est durable dans le sens où si jamais la population venait à remonter, on peut faire des lâchers préventifs de ces mâles et maintenir une pression sur la population de façon à ce qu'il n'y ait pas de piqûres. Et ce qui est important à signaler, c'est que depuis 2015, grâce à ces efforts, l'hôtel n'a plus procédé à aucune pulvérisation d'insecticides. Donc c'est bien évidemment pour les clients de l'hôtel, pour les employés et puis pour l'environnement dont on sait qu'il est très fragile dans le système insulaire. Alors une illustration qui vous parlera, je pense, à gauche, le Motu où se trouve l'hôtel, avant les traitements. Donc vous voyez que la population de moustiques était très abondante, à peu près partout sur le Motu. Et puis à droite, la même carte, mais quelques mois après. Là, c'est 4 mois après l'arrêt des traitements, donc au bout de 15-16 mois après le début du traitement. Et vous voyez qu'on a une situation, c'est en pleine saison humide, 2016-2017. Donc là, on est en situation où on aurait dû avoir normalement énormément de moustiques. Et vous voyez que même 4 mois après l'arrêt des traitements, il n'y a pas de moustiques quasiment. Et donc pas de perception de nuisance où que vous soyez. Vous pouvez aller dans la forêt, rester 2 heures, 3 heures dans la forêt et vous n'aurez aucune piqûre. C'est remarquable quand on connaît la densité des moustiques dans les forêts ici, dans nos îles. Alors je vais vous accompagner dans l'interprétation de ce graphe. Mais ce graphe en fait vous montre l'impact des lâchers de moustiques mâles stérilisants sur la population de femelles. Donc la période avant, vous voyez les fluctuations normales, saisonnières d'une population de moustiques femelles sur un terrain. Donc lorsqu'il pleut, lorsqu'on est en saison humide, la population augmente naturellement. Et lorsqu'on rentre dans la saison d'hiver austral, cette population diminue. Ça, c'est la période avant.
On a lâché des moustiques mâles à partir de septembre 2016. Et puis vous voyez qu'assez rapidement, la population de moustiques femelles elle a commencé à baisser, alors qu'on était en plein début de saison humide. Donc on savait là qu'on tenait le bon bout, puisque normalement on aurait dû voir une augmentation de la population pendant la phase de traitement. Et puis on arrive en septembre 2016, et donc là on est vraiment au ras des pâquerettes en termes de présence de ces moustiques. Il y a une population résiduelle qui était encore présente, mais comme je vous le dis, c'était plus perceptible. La population a été réduite à un tel niveau qu'on n'était plus piqué. Et il a fallu attendre jusqu'à tout récemment, pendant plus d'1 an, avant de voir graduellement cette population résiduelle reprendre petit à petit sa pullulation. Donc on est à une situation aujourd'hui où des lâchers préventifs vont être réitérés, en partenariat avec l'hôtel Brando évidemment. Et donc on va pouvoir assurer maintenant de façon pérenne une situation où il n'y aura plus de nuisance de moustiques pour cet hôtel. Alors comme je vous ai dit, il est important de comparer pour pouvoir vraiment apprécier la qualité de ces résultats. Il faut comparer par rapport à une zone qui n'a pas été traitée. Et c'est ce que je vous propose de faire dans le prochain graphique. Donc vous voyez, avant le traitement, nous avons comparé donc les résultats du motou en vert par rapport au motou en orange, qui n'a reçu lui aucun traitement à aucun moment tout au long de cette étude. Donc avant traitement, les deux motus, les populations de femelles moustiques, évoluent de façon chacune relativement similaire. Au moment du traitement, le motu qui a reçu un traitement, vous voyez que la population s'effondre, alors que sur le motu témoin, c'est l'explosion. En 2016, il y a eu une explosion de la population moustique qui serait arrivée également sur le motu du Brando si rien n'avait été fait. Et puis, vous voyez que pendant la période qui a suivi le traitement pendant 1 an, également, la population est restée très faible dans le motu traité, alors qu'elle a de nouveau explosé en saison humide sur le motu témoin. Donc ça montre la durée de l'effet du traitement et sa pérennité dans le temps. Donc on peut envisager de faire des séquences de lâcher préventif, arrêt, lâcher préventif, avec une fréquence qui devra devoir être déterminée. Alors ce procédé a bien évidemment été validé. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler en partenariat avec l'hôtel Brando, qui s'est hissé au plus haut rang des hôtels au niveau mondial. Donc ça a été vraiment une chance inouïe, à la fois pour l'hôtel qui a bénéficié d'une stratégie extrêmement innovante, et puis pour nous qui avons pu démontrer l'efficacité de ce procédé dans un environnement qui était vraiment particulier. Et en parlant de particulier, donc nous avons eu des participants de marque qui sont venus nous donner main forte pendant les lâchers, la période de lâcher, puisque, comme vous le savez, il y a des personnes assez connues qui viennent se passer du temps en Brando, à commencer par Johnny Depp en personne, qui s'est joint à nous pour lâcher des moustiques stérilisants. Alors c'était assez inattendu. Et tout récemment également, nous avons eu la chance d'accueillir Barack Obama dans notre programme, qui a également été sollicité pour lâcher des moustiques. Alors c'était un grand événement dont toute l'équipe de l'Institut Malardé va se souvenir pendant longtemps. Alors, bien évidemment, l'Institut Malardé n'a pas pour vocation à œuvrer uniquement pour les élites. Nous sommes un institut de recherche médicale, un institut polynésien qui œuvrons pour la santé publique, donc pour l'ensemble des Polynésiens. Nous ne perdons pas ça de vue, mais il fallait passer par Tetiaroa pour démontrer l'efficacité du procédé à une échelle qui était gérable avec les capacités du laboratoire, avant de pouvoir convaincre la puissance publique que c'était une stratégie qui valait le mérite dans lequel il fallait investir. Donc les résultats ont été probants, et donc nous avons aujourd'hui le soutien à la fois du gouvernement polynésien et puis du gouvernement national, à travers donc, des investissements, notamment en infrastructure, pour augmenter notre capacité de production de moustiques. Alors, vous voyez que pour les aides de la société, il y a l'embarras du choix. Ce qui est important de comprendre, c'est que les épidémies d'arbovirose, de dengue, de zika, de chikungunya, elles commencent essentiellement
tout le temps dans les îles de la Société, pour 3 raisons particulières. Les îles de la Société regroupent les grands bassins de population. C'est 85% de la population est concentrée dans les îles de la Société, avec 70% des gens qui vivent sur Moorea et puis Tahiti. C'est dans ces îles qu'on a des grandes populations de moustiques, bien entendu, mais c'est aussi dans ces îles qu'il y a la rencontre avec l'extérieur. Beaucoup de gens, des touristes qui viennent d'Asie, de zones d'Amérique latine, viennent chez nous, viennent en Polynésie française pour passer des vacances. Et donc ils peuvent venir infecter. Il y a également des personnes, des Polynésiens qui vont voyager, qui peuvent revenir malades sans le savoir et qui ont contribué donc, dans les îles de la Société à déclencher ces épidémies. C'est le cas de ce qui se passe à Raiatea. On n'a pas identifié le cas index, la personne qui est rentrée malade, puisque le cas qui a été identifié, c'est une personne qui n'a pas quitté la Polynésie française depuis maintenant de nombreux mois. En fait, elle a été infectée localement, donc c'est une transmission locale, c'est-à-dire que le virus se propage probablement déjà et qu'il est à craindre que l'épidémie de dengue 2 s'amplifie avec le temps. Donc, au vu des différentes tailles et des différents défis que représentent les îles de la Société, on peut envisager dans un premier temps, pour les îles les plus petites, entre guillemets, comme l'île de Bora Bora, une action par des lâchers répétés en grand nombre de mâles stérilisants, donc avec pour objectif de réduire la population de moustiques. À ce stade, pour les îles comme Moorea et Tahiti, il est vraisemblable qu'on propose une approche en 2 étapes. Tout d'abord, donc, le blocage de la transmission par l'introduction de Wolbachia chez Aedes aegypti, par des lâchers de mâles et de femelles, comme ça se fait dans de nombreux autres pays, y compris à Nouméa depuis tout récemment. Donc c'est une discussion qui va avoir lieu, bien évidemment, auprès des pouvoirs publics et également avec les populations. Il va y avoir des échanges, des discussions, toute une information qui va avoir lieu si le gouvernement décide d'aller dans cette voie. Donc la question, pour l'instant, est soulevée. Et dans une deuxième étape, lorsque la technologie sera suffisamment éprouvée en termes d'industrialisation, c'est le processus qui va nous mener entre maintenant et d'ici 2, 3, 4 ans, d'envisager une réduction drastique des populations de moustiques dans des îles comme Moorea et comme Tahiti. Donc quelques années encore de patience avant que la nuisance soit vraiment contrôlée et maîtrisée pour nos îles. Donc vous comprenez, c'est un processus qui prend quelques années. On a commencé en 2009-2012 par le développement de cette colonie moustique porteuse de Wolbachia, la phase de validation terrain de 2014 à 2017, et puis maintenant on s'attache à travailler, à se préparer pour des opérations à beaucoup plus grande échelle. Et donc ça va nécessiter, comme je le disais, le soutien des pouvoirs publics de la Polynésie et de la France, également la mise en place de consortiums internationaux, comme ça se fait actuellement, notamment avec les gens à Singapour et à l'international. Alors je mentionne la société Verily, qui est en fait une filiale de Google. Comme je le disais précédemment, Google s'est massivement investi dans le procédé Wolbachia, avec les moyens qui sont ceux de Google. Et donc en 3 ans, ils ont vraiment avancé de façon remarquable. Ils sont capables maintenant, ils ont mis au point en fait une chaîne robotique de production de moustiques industriels. Et donc on est en discussion, on verra si Google est intéressé pour venir dans une région, Tahiti, qui à leurs yeux est un peu petit. Donc Google a des grands objectifs. Donc Tahiti, c'est peut-être un petit peu trop petit pour eux. On verra dans le prochain avenir. Toujours est-il que nous n'entendons pas la situation de Google. Le pays et l'État se sont déjà engagés à travers le dispositif de financement de contrats de projet. Et donc il y a une enveloppe qui a été mise à disposition pour construire un module de production industrielle de moustiques à Tahiti, au laboratoire de l'Institut Malardé à Paia. Et donc nous travaillons actuellement dans la phase étude avec TNAD, donc, qui est le service de développement et d'agencement pour le développement des infrastructures du pays. Et donc les travaux devraient commencer, si tout se passe bien, à la fin de l'année 2018,
avec une livraison du bâtiment qui devrait faire de l'ordre de quelques centaines de mètres carrés d'ici à début 2020. Donc, une fois le bâtiment livré, nous serons en capacité de produire un minima 5 millions de moustiques mâles par semaine. Avec les moyens existants aujourd'hui, les collègues chinois et d'autres au sein du consortium sont en train déjà de réfléchir à des moyens, des outils de production qui permettront dans le même espace de passer de 5 millions à environ 50 millions sans avoir à agrandir l'usine. Donc les économies d'échelle qui sont réalisables dans les prochaines années vont être extrêmement importantes, et donc ça permettra de proposer un procédé qui sera accessible bien entendu au pouvoir public et que l'on pourra mettre à disposition de l'ensemble des populations. Je vais en terminer avec mon propos en vous rappelant que nous sommes en alerte dengue 2 depuis la semaine dernière. Donc évidemment que les actions à votre niveau sont très importantes. Il vous faut vous prévenir. Je parle de stratégies innovantes qui seront de toute façon associées avec les actions communautaires. On ne fera pas ça tout seul. Les stratégies dont je parle, elles fonctionnent d'autant mieux que chacun y met la main à la pâte, si je puis dire, et contribue par des actions concertées. Et donc, en attendant ces stratégies innovantes, il est important de se prémunir contre les piqûres de moustiques. Et c'est compliqué, mais une action concertée par des éliminations systématiques des gîtes à moustiques autour de chez soi, c'est le meilleur moyen de se préserver contre les moustiques. Avant même de commencer à penser pulvérisation, vous avez une action. Vous pouvez, par vos actions, vous prémunir de la plupart des piqûres d'insectes de moustiques, en tout cas. Donc soyez vigilants, restez vigilants. Retirez ou signalez tout type de gîte autour de chez vous, ou même dans les lieux publics si vous en voyez, et protégez-vous des piqûres.